Pour continuer dans la thématique de la précédente vidéo sur les infiltrations d'épaule, je vais vous présenter des cas cliniques d'échographie interventionnelle sur le membre supérieur. Le premier cas, c'est une jeune femme de 35 ans, bibliothécaire, une douleur d'épaule depuis un mois, continue, aggravée à la mobilisation, la douleur est insomniante, les amplitudes articulaires sont normales en actif et en passif, l'ensemble des tests isométriques de la coiffe des rotateurs retrouve des douleurs et les tests de conflit sont fortement positifs. L'hypothèse clinique retenue est donc une bursite d'épaule. On effectue une échographie et on retrouve un épaississement de la bourse séreuse sous-acromio-deltoïdienne, ici en coupe axiale, en regard de la gouttière bicipitale, et sur le cul-de-sac ici de cette bourse séreuse sous-acromio-deltoïdienne, dans une coupe sagittale. On effectue une infiltration éco-guidée avec, dans un premier temps, un anesthésiant local, xylocaïne, permettant de réaliser un test de NIR, c'est-à-dire obtenir une anesthésie à la douleur lors de l'élévation de l'épaule, confirmant le diagnostic de bursite séreuse sous-acromio-deltoïdienne. On retrouve ici en coupe axiale l'épaississement de la bourse séreuse sous-acromio-deltoïdienne et l'infiltration de la bourse telle que présentée dans la précédente vidéo, avec l'aiguille entre les deux feuillets de la bourse et cette hydrodissection de la bourse avec un anesthésiant local, puis le dérivé cortisonné. Après l'infiltration, on effectue des séances de kinésithérapie pour soulager la patiente. Le deuxième cas clinique est celui d'une femme de 60 ans présentant une douleur d'épaule droite depuis 3 mois, insomniante, avec à l'examen clinique cette fois-ci une limitation active de l'antépulsion et de l'abduction de l'épaule. La manœuvre de Job est positive, retrouvant une douleur, mais également une diminution de la force musculaire comparativement au côté contralatéral. À ceci s'y rajoute une irradiation douloureuse face antérieure de l'avant-bras. La radiographie retrouve une ascension de la tête humérale. L'hypothèse clinique retenue est donc une rupture de la coiffe des rotateurs douloureuse. On effectue une échographie qui retrouve un signe caractéristique qui est le signe du double épanchement. Il existe un net épaississement de la bourse séreuse sous-acromio-deltoïdienne associé à un épanchement de la gouttière bicipitale. Ce signe du double épanchement, donc associant un épanchement de la bourse séreuse et un épanchement de la gouttière, est en faveur d'une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs, puisque la bourse séreuse sous-acromio-deltoïdienne est séparée de la gouttière bicipitale par le tendon du supraépineux. S'il existe un épanchement de cette bourse et de la gouttière bicipitale associée, c'est qu'il y a donc une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs. Mais pourquoi cette rupture de la coiffe des rotateurs est douloureuse avec une irradiation douloureuse le long de l'avant-bras? Eh bien là aussi, l'échographie retrouve en coupe sagittale centrée sur le biceps, un tendon du biceps côté sain, normo-échogène de taille également normale, mais par contre du côté atteint, on a un tendon du long biceps très épaissi, très hypoéchogène, avec une perte totale de son aspect fibrillaire. Ceci est en faveur d'une ténosynovite réactionnelle du long biceps. Cette ténosynovite réactionnelle du long biceps s'explique par l'ascension de la tête humérale lors de la radiographie. Le supraépineux permet de maintenir la tête humérale en face de la glène. En cas de rupture, il existe une ascension de la tête. Le long biceps s'insère sur le pôle supérieur de la glène. Et donc, en cas d'ascension de la tête, il va y avoir une souffrance sur celui-ci. C'est ce qui explique la douleur présentée par la patiente. Alors, dans ce cadre-là, le but est de soulager la patiente avant de débuter la kinésithérapie. 2 gestes peuvent être effectués.
un geste uniquement localisé à la gouttière bicipitale ou un double geste infiltratif de la bourse séreuse et de la gouttière bicipitale. Dans ce dossier-là, nous avions choisi d'infiltrer uniquement la gouttière du biceps. Quelques précautions sont à prendre, notamment l'injection sous contrôle Doppler afin d'éviter l'artère circonflexe antérieure, prendre soin de ne pas injecter en intratendineux et prévenir la patiente du risque de rupture de ce tendon du long biceps. Mais cette rupture du tendon du long biceps peut provoquer une gêne esthétique, mais surtout peut favoriser l'indolence, puisque le premier geste chirurgical en cas de rupture de la coiffe de rotateur est une ténotomie du long biceps. Donc ce risque de rupture du long biceps peut être salvateur et peut paradoxalement améliorer la patiente. Voici une infiltration de la gouttière du long biceps. On retrouve ici l'épanchement de la gouttière bicipitale sur un geste que vous connaissez déjà par rapport à la précédente vidéo. Le troisième cas clinique est celui d'un homme de 60 ans qui avait chuté de cheval sur le moignon de son épaule il y a 3 semaines. Les amplitudes articulaires étaient normales, les tests isométriques de coiffe normaux, mais il existait un cross-arm test positif, c'est-à-dire une exacerbation de la douleur lors de la manœuvre d'adduction forcée. Le diagnostic retenu était celui d'une arthropathie traumatique acromioclaviculaire. À l'échographie, on retrouvait l'élargissement de l'interligne acromioclaviculaire avec une hyperémie en Doppler. Là aussi, vous connaissez le geste infiltratif puisque vous l'avez vu lors de la précédente vidéo. À la différence de la dernière, on effectuait cette fois-ci l'infiltration acromioclaviculaire avec une technique in-plane où on parvient à visualiser juste la partie terminale de l'aiguille. Et ici, le dérivé cortisonné en fin de vidéo qui diffuse dans l'articulation acromioclaviculaire. On remet en boucle. Voici le liquide qui va diffuser dans l'articulation. Voilà, ici. Le quatrième cas clinique est celui d'une femme de 42 ans, impotence fonctionnelle de l'épaule, associée à des douleurs. Les amplitudes articulaires passives sont diminuées, ce qui est en faveur d'une atteinte articulaire. La rotation externe était à 0, la radiographie et l'échographie étaient normales. Le diagnostic retenu est donc celui d'une capsulite rétractile. Vous connaissiez déjà la précédente vidéo sur le traitement de la capsulite rétractile. Et le traitement est donc une infiltration gléno-humérale par voie postérieure, suivie d'une prise en charge rééducative en kinésithérapie. On a un autre exemple d'infiltration gléno-humérale par voie postérieure avec l'expansion de la capsule articulaire par le dérivé cortisonné. L'aiguille est située ici, juste en avant du labrum. Cinquième cas clinique, c'est une dame de 50 ans qui présente du jour au lendemain une douleur majeure de l'épaule droite, avec une douleur extrêmement importante, inflammatoire, et surtout une impotence fonctionnelle totale. À la radiographie, on retrouve une calcification tendineuse, mais si on prend soin de visualiser en zoomant un petit peu plus l'image, on retrouve ici un débris de calcification qui correspond à une migration de cette calcification tendineuse dans la bourse séreuse sous-acromodeltoïdienne, provoquant une sévère bursite sous-acromiale. Cette épaule aiguë hyperalgique a été là aussi infiltrée sous guidage échographique avec la visualisation de la capsule, la visualisation de la calcification, et l'aiguille qui va pénétrer dans la bourse séreuse sous-acromodeltoïdienne au contact de cette calcification visualisée ici par une image hyperéchogène. Un autre cas est celui d'un homme de 37 ans, laborantin, effectuant des dizaines de fois par jour des manœuvres à la pipette. Il présente une douleur du bord radial du poignet, avec une manœuvre de Finkelstein
nettement positive. Cette manœuvre consiste à fermer le poing et effectuer une inclinaison ulnaire qui va provoquer l'exacerbation des douleurs en mettant en tension la gaine du premier compartiment, c'est-à-dire le compartiment du long abducteur du pouce et du court extenseur du pouce. Le diagnostic retenu était donc celui d'une ténosynovite de De Quervain. Pour rappel anatomique, on retrouve ici la tabatière anatomique avec le long extenseur du pouce et ici la visualisation du tendon du court extenseur avec sur le bord radial, il n'est pas visualisé sur l'image, le long abducteur du pouce. À l'échographie, on retrouvait un volumineux épanchement de cette gaine du premier compartiment des extenseurs du poignet. On effectuait donc une infiltration avec une technique in plane dans la gaine du long abducteur court extenseur du pouce en prenant soin de ne pas infiltrer en intratendineux. On visualise l'expansion de cette gaine. Lors de ce geste, il convient de faire attention à ne pas embrocher la veine céphalique, mais surtout la branche sensitive dorsale du nerf ulnaire, qui est un nerf sensitif pur. Le septième cas clinique est celui d'un homme de 60 ans, tuméfaction de la face palmaire du poignet au niveau du bord radial. Il effectue une échographie pour éliminer un kyste de la gouttière radiale, qui est un diagnostic relativement fréquent. Mais on retrouvait à l'échographie plutôt un aspect de ténosynovite du fléchisseur radial du carpe. Le fléchisseur radial du carpe est un tendon qui s'insère sur le poignet en dehors du canal carpien, et sur cette image en coupe axiale, on retrouve un net épaississement du tendon associé à un épanchement de la gaine tendineuse. En coupe sagittale, on retrouve l'aspect fibrillaire du tendon associé au net épaississement de la gaine tendineuse avec un épanchement liquidien. On effectuait donc une échographie, une infiltration avec la visualisation de l'aiguille ici dans la gaine du fléchisseur radial du carpe, l'expansion de cette gaine après le geste infiltratif. On avait un abord externe pour éviter d'embrocher l'artère radiale. Cas clinique numéro 8 avec une dame de 65 ans qui se plaint d'un blocage du majeur en flexion. L'extension s'effectue avec un ressaut brutal. Le diagnostic était celui d'un doigt à ressaut. On effectue une échographie en coupe sagittale pour rechercher une anomalie des poulies des fléchisseurs. Et en comparant la poulie du fléchisseur du doigt à droite par rapport au doigt sain à gauche, on retrouve un volumineux kyste de poulie du fléchisseur. On a cette coupe sagittale sur les fléchisseurs, avec ici le fléchisseur superficiel et le fléchisseur profond des doigts. On effectue une infiltration de ce kyste de poulie sous guidage échographique, avec une aiguille de plus petit calibre, les aiguilles orange, la pénétration du kyste de poulie par l'aiguille, en prenant soin de ne pas infiltrer en intratendineux. C'est un geste douloureux. L'aiguille pénètre le kyste. Une injection de quelques gouttes de dérivé d'anesthésiant, suivie par l'injection du dérivé cortisonné. La visualisation de l'aiguille et le dérivé cortisonné. Le kyste était détruit par le geste infiltratif. Neuvième cas clinique est celui d'une patiente de 52 ans avec une douleur du coude située 2 à 3 cm sous le tendon des épicondyliens. L'examen clinique était important et retrouvait une douleur à l'étirement excentrique du muscle supinateur et non pas à l'étirement excentrique des extenseurs du poignet. On pouvait donc, par ces deux signes cliniques, éliminer celui d'une épicondylite. En effet, la douleur se situe 2 à 3 cm en dessous du tendon des épicondyliens, et l'étirement excentrique des extenseurs n'était pas douloureux. C'était la supination contrariée qui était douloureuse.
Lors du passage de la sonde d'échographie, il existait une impression désagréable de décharge électrique. Le diagnostic retenu était celui d'une compression du nerf radial en regard de l'arcade de Froese. Le nerf radial, après son passage au pli du coude, se divise en deux branches, une branche profonde motrice qui va aller s'insérer dans le muscle supinateur au niveau d'une arcade qui s'appelle l'arcade de Froese. Une deuxième branche sensitive pure va ensuite longer le bord radial de l'avant-bras pour amener la sensibilité jusqu'à la première commissure du doigt et notamment la tabatière anatomique. Voici ici schématisé le trajet du nerf radial avec un trajet derrière l'humérus qui explique sa fréquente atteinte lors des fractures de l'humérus et notamment lors des traumatismes du bras de fer, le passage au pli du coude où il va devenir antérieur, sa division en branches superficielles amenant la sensibilité de la première commissure de la main, et la partie profonde qui va être motrice pure sur le court extenseur radial du carpe, notamment. On effectue une échographie en regard du muscle supinateur. La partie superficielle retrouve le muscle brachioradial et long extenseur radial du carpe. Le chef superficiel du muscle supinateur, le chef profond, et vous allez visualiser la branche profonde du nerf radial. Voici cette branche profonde du nerf radial qui s'enfouit dans les deux chefs du supinateur. Et on comparait la taille de cette branche profonde du nerf radial comparativement au côté contralatéral. Et ici, cette branche motrice du nerf radial était très épaissie comparativement au côté contralatéral, confirmant le diagnostic de syndrome du tunnel radial. On effectue une infiltration de cette arcade de Froese sous guidage échographique à l'endroit où le nerf s'enfouit entre les deux chefs du supinateur. En cas d'échec du geste infiltratif, une chirurgie de neurolyse de cette branche profonde peut être réalisée. Vous avez pu donc observer l'ensemble des nombreuses indications infiltratives que l'on peut effectuer en échographie dans l'exploration du membre supérieur.